Les infos présentés par Pierre Devineau. Bonsoir Pierre. Bonsoir François, bonsoir à tous. La ville de Lyon ainsi que la métropole ont-elles joué des rôles prépondérants dans la campagne électorale d'Emmanuel Macron? Le parquet de Lyon ouvre une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics, décryptage dès le début de ce journal. Matteo Salvini en mission à Tripoli. Le but expliqué aux Libyens qu'il faut empêcher les migrants de prendre la mer et venir en Europe. Le violeur des balcons, l'homme de 35 ans devant la justice aujourd'hui. Un témoignage fort que vous entendrez, celui de l'une de ses victimes. Des chauffeurs fous britanniques interpellés sur l'autoroute A26. L'un d'eux poussait sa Ferrari à 265 km/h. La météo de Christine Peña. Demain, c'est encore plus l'été. Également à suivre la bourse avec Didier Hameau et les unes du lendemain. Et si Emmanuel Macron avait bénéficié de largesse de son fidèle lieutenant Gérard Collomb? La question n'est pas posée précisément en ces termes, mais pourtant, ça veut bien dire cela. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics. Des élus de droite dénoncent le rôle joué par la ville et la métropole pendant la campagne électorale. Jean-Luc Boujon. Oui, un rôle actif des deux collectivités qui pourrait s'apparenter à un détournement de fonds publics, financement irrégulier de campagne électorale et abus de biens sociaux. C'est en tout cas l'intitulé de l'enquête préliminaire ouverte par le parquet de Lyon et confiée à la police judiciaire. En fait, les deux élus, les Républicains qui ont déposé plainte, listent un certain nombre de faits suspects à leurs yeux, au premier rang desquels on trouve en juin 2016 une somptueuse réception sous les ors de l'hôtel de ville d'Emmanuel Macron, qui n'est encore que ministre de l'économie, mais dont la campagne vient de démarrer. Le maire de Lyon de l'époque, Gérard Collomb, fait les choses en grand en invitant un millier de personnes, dont beaucoup de chefs d'entreprise, pour une facture totale de 19 000 € payée par la métropole de Lyon. Cela ressemble furieusement à une mise à disposition gratuite de locaux publics à des fins électorales. Et ça, c'est illégal, accuse Philippe Cochet, patron des Républicains du Rhône. Il y a une impression d'impunité qui règne ici depuis un certain nombre d'années, où certains se pensent en capacité de faire des choses sans qu'il y ait aucune conséquence. Eh bien, il se trouve que le procureur a estimé qu'il y avait matière à enquêter. Eh bien, écoutez, laissons l'enquête maintenant se dérouler. Alors, dans le viseur des élus, les Républicains, il y a aussi l'allocation d'une péniche par l'équipe d'Emmanuel Macron à un tarif défiant toute concurrence qui aurait été payé par la métropole de Lyon, ou encore l'utilisation d'un appartement que possède la ville de Lyon à Paris pour des rencontres politiques d'Emmanuel Macron. Qui a réglé la note, demandent ce soir les élus de droite. David Kimmelfeld, successeur de Gérard Collomb à la métropole de Lyon, se dit ce soir serein et parle de vieilles polémiques sans aucun fondement. Merci Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon, à l'Elysée comme à Matignon. Silence radio sur ce sujet. Gérard Collomb, justement, a annoncé ce soir qu'une grande concertation aurait lieu dans chaque département, et cela d'ici le 15 septembre, pour réformer l'organisation et le financement de l'islam de France. La situation reste tendue en mer Méditerranée. Les gardes-côtes libyens affirment avoir sauvé 1 millier de migrants ce week-end, tandis que plusieurs bateaux se trouvent en mer avec là aussi des migrants à bord, le Lifeline notamment avec 234 passagers. Pendant ce temps, le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, s'est rendu à Tripoli, visite éclair, pour expliquer aux autorités qu'il fallait tout faire pour empêcher les migrants de se lancer en mer. Blandine Hugonnet, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Rome. Le ministre est rentré depuis. Il a donné une conférence de presse. Eh bien, pour Matteo Salvini, en tout cas, c'est une opération réussie. En quelques heures de visite à Tripoli, il a à nouveau mis en avant son image de ministre de l'Intérieur très actif et ultra présent sur les réseaux sociaux. Objectif atteint aussi pour montrer que les liens d'amitié entre Italie et Libye sont sa priorité pour une politique migratoire plus dure. C'est d'ailleurs le premier déplacement à l'extérieur du vice-premier ministre italien d'extrême droite. Il s'est ainsi rendu sur une base navale pour féliciter les gardes-côtes libyens qui repoussent les ONG de sauvetage en mer, ennemis jurés de Matteo Salvini, qui les considère comme des complices de trafiquants de migrants. Alors pendant cette visite à Tripoli, il a surtout annoncé une mesure, la mise en place de centres d'identification au sud de la Libye, une façon de bloquer les migrants avant même qu'ils tentent de traverser le pays, puis la mer, et de sous-traiter à la Libye la gestion des flux. Sauf que ça bloque déjà. Les autorités libyennes ont tout de suite refusé catégoriquement d'installer ce type de camp sur leur territoire. Pas question de devenir comme l'Italie finalement. Prochaine étape donc pour Matteo Salvini, convaincre les Européens à la fin de cette semaine de faire une offre assez alléchante pour que la Libye finisse par accepter cette solution. Merci Blandine Hugonnet, correspondante de Europe 1 à Rome. Pendant ce temps, le président de l'Assemblée corse, Jean-Guy Talamoni, s'est dit prêt à porter secours aux migrants qui se trouvent sur le Lifeline. On l'a surnommé le violeur des balcons.
L'homme a 35 ans, il est accusé de 6 viols et 4 tentatives entre septembre 2013 et janvier 2015. Son modus operandi, toujours le même, escalader les façades d'immeubles et surprendre les victimes dans leur sommeil. Ce violeur comparaissait aujourd'hui devant le tribunal d'Avignon. Témoignage d'Amélie, 28 ans à l'époque des faits. Elle est l'une des rares à avoir eu le cran d'affronter son agresseur lors de l'audience. Moi je dormais, je rentrais d'une soirée, j'ai laissé ma porte-fenêtre ouverte pour le petit chat et tout, et en fait je me suis réveillée parce que je sentais une présence au-dessus de moi, et quand j'ai ouvert les yeux, je l'ai vu au-dessus de mon visage, et mon premier instinct a été de crier, et là il m'a mis la main sur la bouche, un couteau sous la gorge. Sur le coup je réalisais pas ce qui m'arrivait, quoi. Il a vu ma petite sœur, et je pense pas qu'il l'avait vu au départ, parce que quand il l'a vu, son comportement a changé, il s'est reculé. Donc pour moi il m'a un peu sauvée, mais bon, il est resté quand même, je crois, bien 10 minutes, un quart d'heure dans l'appartement, à tourner, à parler, à poser des questions plus ou moins intimes. Voilà. Aujourd'hui, vous avez toujours peur de dormir seul quand il fait chaud, de laisser votre fenêtre ouverte? Je laisse plus ouvert. Maintenant, quand je me sors la nuit très tard, je regarde toujours derrière moi s'il n'y a pas quelqu'un. Je ne dors plus les fenêtres ouvertes. Je me réveille toujours en sursaut lorsque j'entends le moindre bruit dans la pièce où je suis. J'ai envie qu'il réponde à mes questions, j'ai envie de comprendre pourquoi est-ce qu'il a agi comme ça. Peut-être pourquoi moi. Je veux le regarder droit dans les yeux et lui faire comprendre qu'il nous a fait énormément de mal. Voilà, Amélie qui a eu le courage d'aller affronter son violeur. Amélie, 28 ans à l'époque des faits, qui était interrogée par Nathalie Chevance. Le ministère de l'Éducation nationale se défend d'avoir proposé une épreuve trop difficile pour les terminales S, spécialité maths, au bac 2018. Une pétition circule signée par de nombreux élèves. Les terminales S dans cette spécialité sont 70 000 en France. La direction de la Turquie maintenant, où Recep Tayyip Erdogan a été réélu à 52,5% des voix. C'est encore plus que son score de 2014. Le Raïs est à la fois adulé et haï dans le pays. Une bonne moitié du peuple turc pense que tout simplement, sans lui, tout s'effondrerait. Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes à Ankara pour Europe 1. Évidemment, se pose toujours la question des fraudes. L'opposition s'attendait qu'il y en ait. Il y en a eu, mais ça n'a pas été massif. Exactement, si bien que le principal adversaire de Recep Erdogan en personne, Muharrem İnce, l'a annoncé dans une conférence de presse. Il s'est fait attendre toute la nuit et une partie de la matinée pour reconnaître implicitement sa défaite et la victoire du président turc. Entre les procès-verbaux que nous ont fait parvenir nos observateurs et les chiffres annoncés par la commission électorale, il n'y a pas de différence significative. Les différences qui existent ne sont pas de nature à changer le résultat final. Alors est-ce qu'ils ont volé des voix? Oui, c'est une réalité. Mais est-ce qu'ils ont volé 10 millions de voix? Non. Non, donc j'accepte le résultat des élections. Ces irrégularités, même s'il y en a une, ne seraient donc pas massives. Une organisation indépendante qui avait pris l'initiative de mobiliser près de 45 000 citoyens volontaires le confirme. Elle nous fait principalement remonter des menaces, parfois des violences physiques, pour interdire l'accès des bureaux de vote aux observateurs. Certaines vidéos et témoignages font aussi état de quelques bourrages d'urnes ou de procès-verbaux falsifiés. Mais face à cela, il faut reconnaître que l'opposition, traditionnellement très remontée contre les fraudes en Turquie, fait depuis hier profil bas, presque résigné. Merci Jean-Sébastien Soldaini, envoyé spécial d'Europe 1 à Ankara. Hier, un conducteur britannique a été contrôlé à 265 km/h au volant de sa Ferrari sur l'autoroute A26 près de Calais. Ce n'est pas un cas isolé. Au total, ce sont 6 conducteurs qui ont été verbalisés. Tous faisaient partie d'un groupe de 100 reliant Londres à Venise, passant par Paris, Lyon, Monaco, 100 bolides ultra rapides pouvant dépasser les 300 km/h en vitesse de pointe. On appelle ça parfois les cannonballs, là en l'occurrence les modballs, et cette portion d'autoroute est justement l'un de leurs terrains de jeu favoris. À Lille, Lionel Gougelot. Les participants de ces rallyes partagent volontiers sur Internet les vidéos de leur bolide en action, et c'est justement en surveillant les réseaux sociaux que les gendarmes de l'autoroute A26 avaient repéré que la course emprunterait ce week-end la bien nommée autoroute des Anglais. Hier après-midi, ils ont donc installé leur radar, et sur la centaine de Ferrari, McLaren et autres Mercedes qu'ils ont vu défiler, certains ont littéralement fait exploser les compteurs. Le lieutenant Fontaine commande le peloton autoroutier de la gendarmerie. Ils ont des voitures ouvreuses qui reconnaissent l'axe en vue de pouvoir donner libre cours à la puissance de leur moteur. Au volant de ces voitures extrêmement puissantes, ils sont
certainement pris dans un engrenage de surenchère et se voit dépasser et enfreindre la réglementation. Avec un record pour le pilote d'une Ferrari contrôlé donc à 265 km/h, il a dû payer une consignation de 750 €, mais ayant pris soin de rouler sans carte grise, il a échappé à l'immobilisation de son bolide, les gendarmes ne pouvant retenir un véhicule dont ils n'ont pas la preuve que le conducteur est le propriétaire. Le fou du volant est donc reparti dans sa Ferrari, mais comme passager. Il sera quand même convoqué prochainement devant le tribunal de Saint-Omer en compagnie d'un autre conducteur d'une McLaren, contrôlé lui à 205 km/h. Lionel Gougelot à Lille pour Europe 1. Elles vont moins vite, les Autolib. Le service sera définitivement arrêté le 31 juillet. Mais à partir du 2 juillet, on diminuera progressivement le nombre de voitures et de stations disponibles. Cela concerne 103 communes, dont Paris. Le foot avec les qualifiés du jour pour les huitièmes de finale, l'Espagne et le Portugal. L'Espagne qui, après son match nul, 2 buts partout contre le Maroc, affrontera la Russie. Tandis que le champion d'Europe en titre, le Portugal, après un match nul 1 partout contre l'Iran, jouera contre l'Uruguay. La météo, Christine Peña, et le ciel sera souvent tout bleu demain. Oui, il sera vraiment tout bleu du nord au sud jusqu'à l'ouest. Alors nous aurons quand même à l'est simplement du pays de rares cumulus, des cumulus de beau temps, quelques petits nuages qui vont circuler sur l'Alsace, sur les Alpes également, la montagne corse et quelques-uns sur les Pyrénées. Alors par endroits, nous aurons quelques gouttes en fin de journée sur les Alpes du Sud uniquement ainsi qu'en montagne corse. Mais ces nuages et même ces averses n'altéreront pas l'impression de très beau temps qu'il fera toute la journée. Un peu de vent de secteur nord-est va ventiler tout ça. En Méditerranée, c'est le Mistral qui soufflera avec des rafales qui pourront aller jusqu'à 60 km/h. Les températures, la petite fraîcheur du matin se fait vite oublier avec l'ensoleillement. Elles vont grimper ces températures. Il n'y a qu'en bord de Manche que le 25 degrés ne sera pas dépassé. Ailleurs, il fera chaud de 26 à 34 degrés la maximale. Ça sera pour le sud-ouest. Il fera autour de 29 à 32 degrés en Méditerranée. Autour de 28 pour la capitale, 27 à Metz, à Strasbourg, à Mulhouse ainsi qu'à Reims. Il fera jusqu'à 29 à l'intérieur de la Bretagne ou encore du côté d'Aurillac. Merci Christine Peña. Une pause et dans un instant la bourse. La Caisse d'épargne, partenaire du développement des professionnels et des entreprises, vous présente Top à Wall Street. Caisse d'épargne, vous être utile. Avec Didier Hameau de Boursier.com. Bonsoir Didier. Bonsoir Pierre. Wall Street accuse le coup sur fond de poursuite du bras de fer commercial engagé par Trump avec le reste du monde. Ça va pas bien, moins 1,33%. Non, pas du tout. Le Dow Jones à 24 253 points. Le Nasdaq 2,09%, plus de 2% de perdu, 7 532 points. Tandis que Donald Trump donne dans la surenchère avec ses partenaires chinois ou européens. Tous les secteurs sont concernés. Les menaces partent un petit peu dans tous les sens. Les marchés redoutent un embrasement donc et des mesures de représailles évidemment du côté européen en particulier et chinois. C'est le secteur des valeurs de technologie qui accuse le coup. Apple recule d'1,5%, Intel moins 3,4%, Amazon moins 3%, Microsoft moins 2%, Facebook moins 2,6%, tout baisse ou presque. Le pétrole recule aussi d'1,5%, 68,12$ le baril après la dernière réunion de l'OPEP jugée peu convaincante concernant l'augmentation de production de pétrole. On a donc un baril en baisse et un euro qui remonte légèrement sur les devises 1,17 face au dollar. Et la bourse de Paris a aussi perdu près de 2% dans une ambiance très lourde. Moins 1,92%, oui, 5283 points sur le CAC 40. C'est la 8e séance de baisse en l'espace de 10 journées. Eutelsat perd 6% avec Worldline qui a été dégradé par Chevreux avec un avis à conserver. Il y a pas mal de casse aussi derrière sur Air France, moins 3,4% en attendant la nomination du futur patron ou patronne qui pose toujours problème. Et puis le pétrole donc recule et toutes les valeurs pétrolières et parapétrolières baissent nettement. Technip, moins 5,6%, CGG, moins 3,8% ou Vallourec, moins 4,3%. Exception du jour, Solocal reprend près de 2%. Ça va un petit peu mieux, plus 1,8%, 1,08€. L'ancien page jaune, donc, après l'annonce de 4 accords avec les organisations syndicales du groupe dédiées à l'accompagnement social dans le cadre du projet de transformation du groupe Solocal. Solocal 2020, c'est son nom. Le titre remonte d'1,8% ce soir. Ailleurs,
ailleurs, sur les autres places financières, ça baisse. Francfort, moins 2,4% avec Milan. Amsterdam, moins 1,8% avec Madrid. Bruxelles, moins 1,2%. Donc tout baisse. Le CAC 40 en repli d'1,92%, 5283 points. Merci Didier Hameau de boursier.com. La Caisse d'épargne, partenaire du développement des professionnels et des entreprises, vous présente les Unes de demain. Caisse d'épargne, vous être utile. Avec plusieurs quotidiens qui reviennent demain sur la visite demain d'Emmanuel Macron au Vatican. Je vous salue François, à titre de Libération. Il soutient les migrants, il critique la finance. Le souverain pontife qui reçoit le président ce mardi à Rome n'est pas sur la même longueur d'onde que l'Elysée. Dans la Croix, un président à la rencontre du pape. Visite qu'Emmanuel Macron effectue ce jour au Vatican confirme l'apaisement des relations entre la France et le Saint-Siège. Faut savoir. Dans le Figaro, Macron cherche le soutien du pape François. Lors de cette première rencontre du chef de l'État avec le souverain pontife, les enjeux diplomatiques risquent de prendre le dessus sur les autres sujets. Dans les Échos, une exclusivité. François de Rugy, le président de l'Assemblée, sur la réforme de la Constitution, dit-il, nous avons créé les conditions d'un accord avec le Sénat. Le président de l'Assemblée, qui fera ce mardi le bilan de sa première année de mandat, veut améliorer l'efficacité du Parlement via la révision constitutionnelle en examen en commission des lois au Palais Bourbon à partir justement de ce mardi. Trump veut protéger ses entreprises contre la Chine à la une du Figaro Économie. Dans Ouest France, l'histoire des bébés volés avec ce procès historique à Madrid. Et puis dans le Dauphiné libéré, on parle de la Coupe du Monde. Pour finir, dernier match de poule pour les Bleus ce mardi. Promu capitaine, Raphaël Varane a entendu le message de Didier Deschamps. C'est la fin d'Europe Nuit. Merci de nous avoir suivis. Une pause et dans un instant, vous retrouvez Caroline Dublanche.